L'organisation apprenante, c'est un concept qui est né, encore une fois, d'un moment de vie. Si on regarde le début des années 90, les grandes réflexions consistent à essayer de savoir comment on peut dépasser le stade de la somme de compétences individuelles pour aller vers une forme d'apprentissage collectif de l'organisation. D'ailleurs, Senji lui-même le précise comme tel. Il a toujours dit qu'il y avait dans l'organisation apprenante la nécessité d'avoir deux choses, à la fois une forte dimension d'apprentissage individuel, donc des individus dans l'organisation, mais qu'il fallait la sublimer dans une capacité de l'organisation à pouvoir apprendre collectivement, presque indépendamment juste de l'apprentissage individuel, ou du moins en surplus. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on va le voir aujourd'hui, le schéma est presque inverse. C'est celui qui consiste à dire que pour pouvoir apprendre collectivement, il faut avoir aussi une forte dimension d'apprentissage individuel. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a eu ce mouvement de balancier, mais c'est né de ça. Senji et Argyris sont des profs du MIT. C'est assez intéressant d'ailleurs que cette logique soit née dans une business school à l'intérieur d'une université qui est surtout connue dans son domaine scientifique. Le MIT est surtout vu comme une sorte de polytechnique et beaucoup plus qu'un HEC. Donc on est dans une logique qui est née dans un monde qui est le monde plutôt des ingénieurs, de la réflexion autour des concepts d'évolution d'organisation et de structure, mais qui était très lié à cette forme de raisonnement très sérieux, très structuré que peuvent avoir les gens du MIT. Si on revient aux pères fondateurs, j'en ai cité deux, Argyris et Senji, mais je vais en citer un troisième que tout le monde a plus ou moins oublié, qui s'appelle Max Boisot, B-O-I-S-O-T. Max Boisot était un prof de l'ESAD qui a été tout à fait structurant dans la manière de réfléchir à ce qu'est l'organisation apprenante. Boisot a une théorie qui est assez simple, extrêmement pratique au fond. Il dit comment le savoir se crée-t-il? Parce que c'est ça la question, c'est comment on crée du savoir dans une entreprise, dans une organisation. Au départ, vous avez un savoir qui est totalement tacite, c'est-à-dire quelque chose qui finalement n'est connu que de quelques personnes. Je vous prends un exemple, quand Sloan, qui est d'ailleurs, c'est intéressant parce que la business school du MIT dont on parlait, c'est la Sloan School of Management. Donc quand Alfred Sloan prend la direction de General Motors Corporation, il n'est pas tout à fait prêt à ça, il est le gendre en réalité de son prédécesseur, du fondateur. Et lui, son problème, c'est comment il va gérer de manière décentralisée plein de marques, Dodge, Chevrolet, etc., Buick, qui sont les différentes marques fortes de General Motors. Et son raisonnement consiste à dire, je dois faire un choix entre soit centraliser considérablement la gestion de cette entreprise ou au contraire avoir une gestion décentralisée, mais dans ce cas-là, je dois la coordonner. Et ce faisant, il invente une idée qui est ce qu'on va appeler plus tard la décentralisation coordonnée ou la coordination décentralisée, comme on veut. Son idée, c'est de dire, je vais être un patron global qui ne va s'occuper que de quelques domaines. La coordination de business unit stratégiques très très forte, mais je laisserai le pouvoir au patron de ces unités stratégiques. Je contrôlerai juste ce qu'on va appeler plus tard le reporting, en fait la performance de chacune de ces entités. Je gérerai la carrière de ces dirigeants et je m'occuperai de la communication globale de l'ensemble. Donc, il invente un système parce qu'il ne se sent pas capable, de manière centralisée, de diriger une entreprise aussi grosse et en croissance que General Motors à cette époque-là. Du coup, il en parle à une série de gens. Donc, il va en parler entre autres à son comptable, James McKinsey, qui est un petit prof de l'université Booth à Chicago, enfin de Kellogg. Et il va en réalité lui parler d'un savoir-faire tacite. C'est-à-dire qu'à aucun moment ça sort d'un bouquin de management, jamais. D'ailleurs, le bouquin sera écrit beaucoup plus tard, en 1952, par Alfred Chandler. Mais à ce moment-là, il en parle à ce type qui juste l'aide à s'occuper de ses affaires personnelles, financières. Mais il se trouve que James McKinsey le fait aussi pour d'autres. Et donc, ce même James McKinsey va en parler à un autre patron, qui est le patron de Dupont de Nemours, et puis le patron d'Exxon et Standard Oil. Et donc, d'un seul coup, ce qui est un savoir tacite
d'une personne va commencer à être codifié par quelques personnes. Donc la première étape, nous dit Boiseau, c'est la codification d'un savoir tacite. Premier élément. Donc c'est comment on passe d'un savoir individuel, un peu bordélique, pas organisé en tous les cas, à quelque chose où plusieurs personnes commencent à avoir de manière intuitive ou de manière informelle une connaissance commune. Et ensuite, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce savoir va s'étendre. Et bien évidemment, tout le sujet va être de dire, mais comment j'en fais quelque chose qui devient un savoir général? C'est là d'ailleurs où on voit qu'on va passer d'un problème de codification du savoir à un problème de distribution du savoir. C'est là l'étape qui vient après. Cette distribution du savoir, c'est le fameux Alfred Chandler qui va la faire à partir des travaux que vont faire aussi après les consultants de McKinsey, puisque c'est sur cette base-là que McKinsey va s'inventer. Et vous voyez, j'ai utilisé un mot tout à l'heure, business unit. En fait, l'histoire de James McKinsey, c'est de vendre, commencer à vendre ce savoir acquis de manière tacite des strategic business units qui, encore aujourd'hui, sont un mode d'organisation de la plupart des grandes sociétés dans le monde. Déjà, McKinsey, ce n'est pas McKinsey qui conseille Sloan. C'est Sloan qui raconte à McKinsey, qui faisait complètement autre chose pour lui, comment il s'organise. Et de leur réflexion commune va naître ce qui ensuite va devenir le grand succès de McKinsey, qui sont l'organisation en strategic business unit. Donc c'est surtout pas un consultant qui vient dire « j'ai réfléchi et vous, grand patron, je vous conseille ». Pas du tout. C'est la réflexion du patron en situation qui va créer le savoir du consultant. Et justement, là, vous avez une première illustration de la notion d'organisation apprenante, certes pour General Motors, mais aussi pour McKinsey, fondamentalement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que derrière, vous avez la séquence, pour faire simple, Sloan, McKinsey, Chandler. Chandler est le type qui va écrire le bouquin pour raconter l'histoire des grandes sociétés américaines. Il en choisit 4 d'ailleurs, Exxon, Standard Oil, DuPont de Nemours et bien sûr General Motors Corporation. Donc, en fait, Chandler écrit en 52, je crois, de mémoire, dans les années 50 en tous les cas, le premier livre réellement d'histoire de la stratégie d'entreprise et d'organisation d'entreprise, donc il s'appelle Strategy and Structures of the Firm. Et c'est ce bouquin, le seul qui existe à l'époque, qui va nourrir aussi toutes les business schools émergentes. Évidemment, quand le SCP a été créé il y a 200 ans, c'était la toute première business school dans le monde, mais le vrai boom des business schools, c'est dans l'après-guerre, ce que Peter Drucker a appelé l'ère de l'homme organisationnel, si vous voulez. Donc là vont se développer ces business schools et sur la base de ce savoir-là. Et donc Chandler fait son bouquin, qui est bien sûr lu dans les business schools et utilisé dans l'entreprise pour former des cadres, des consultants, etc. Et voyez donc, si je le formule comme ça, c'est ce que nous dit Max Boiseau, qui est un auteur des années 80, c'est un prof des années 80, Max Boiseau. En fait, Boiseau, lui, il a conceptualisé ça, il a dit, voilà, l'organisation prenante, au départ, c'est codifier un savoir tacite. Ensuite, une fois que ce savoir tacite est codifié, c'est le distribuer, le diffuser, si vous voulez. Et là, ça prend plein de formes. Ensuite, il y a une étape supplémentaire, c'est que c'est bien beau de le codifier et de le diffuser, mais il faut que ce soit approprié par les gens. Donc il y a une phase de réappropriation individuelle d'un savoir-faire collectif. Et une fois qu'on a atteint ce stade-là, il devient possible d'inventer de nouvelles choses sur la base de l'appropriation individuelle d'un savoir diffusé après avoir été codifié. Et donc les gens, à l'intérieur de l'organisation, vont commencer à devenir plus créatifs, originaux et vont finalement contribuer à accroître le savoir de l'entreprise. Donc vous voyez le cercle vertueux que décrit Boiseau, qui est d'ailleurs plutôt un rectangle, c'est de dire 1. Codification, 2. Diffusion, 3. Appropriation et 4. Appelons ça veille ou innovation. Et ce schéma-là est celui qui caractérise de la manière, je pense, la plus simple, ce qu'est une organisation apprenante. Et vous voyez bien, ça ne part surtout pas d'une logique de « on sait quelles sont les compétences », c'est plutôt « on fait des choses, on expérimente et on teste », ensuite on codifie, on diffuse, et une fois qu'on diffuse, l'appropriation ensuite individuelle ou la réappropriation individuelle va permettre de réinventer des nouvelles choses et de faire croître le volume global des compétences collectives de l'organisation au travers des compétences individuelles. Le digital, c'est un ami et un ennemi. A friend and a foe. Hein. C'est en fait, le digital permet de réaccélérer une réflexion globale sur ce qu'on pourrait appeler une technologie sociale. Donc je vais rester très druckerien dans ma façon de le dire, mais la technologie digitale est une technologie en tant que telle.
Mais ce que peu de gens voient, c'est que le management et l'organisation, ce sont des technologies sociales. Si vous les lisez comme telles, vous allez avoir un parallèle intéressant. Donc tout le problème, c'est comment la technologie sociale anticipe ou s'adapte à l'évolution de la technologie elle-même. Et entre autres, donc, digitale, puisque c'est l'élément de notre moment. Aujourd'hui, de près ou de loin, comme dit Rita McGrath, au fond, tout revient au digital, d'une manière ou d'une autre. Mais en tant que tel, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que le vrai sujet, et là je vais faire référence à quelqu'un d'autre, qui est Gary Hamel. Alors pourquoi Gary Hamel est important? Parce que Gary Hamel, c'est quelqu'un qui a permis, avec C.K. Prahalad, au milieu des années 90, de structurer une théorie qui par ailleurs était déjà existante, mais n'arrivait pas à émerger parce que les gens qui la portaient n'étaient pas suffisamment forts. Cette théorie s'appelle la Resource-Based View, la théorie du management par les ressources. Alors, je m'explique. L'ensemble des grandes théories de l'après-guerre, c'est illustré bien par Michael Porter, par exemple, vont être des théories de l'avantage compétitif des nations, de l'entreprise. Et tout va reposer sur l'idée de dire, et d'ailleurs les sociétés de conseil comme McKinsey qu'on citait, ou BCG ou d'autres, sont nées de l'idée qu'une stratégie bien pensée, c'est-à-dire un marché bien compris, avec derrière des produits bien structurés, peuvent permettre de définir une stratégie qui, bien appliquée et bien exécutée, fait que tout ça est un monde parfaitement rationnel qui va déboucher sur plus de résultats. En réalité, tout cela est une illusion. Vous voyez, par exemple, on est ici chez Mazars. Qu'est-ce que Mazars? Mazars est un challenger, c'est même une anomalie dans le métier de l'audit, qui est très dominé par des réseaux indépendants de firmes américaines très très grosses, les fameux Big Four, qui sont les champions de cette industrie. Mazars, c'est à l'origine français, devenu européen, certes aujourd'hui mondial, mais non anglo-saxon de culture et de naissance. C'est totalement intégré quand les autres sont des réseaux, c'est-à-dire nous on est organisé comme l'était Arthur Andersen à l'époque, mais on est les derniers à être comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un seul et même Mazars dans le monde. Donc on fonctionne à l'inverse du marché et de ce que nous prescrit le marché. Ben, vous voyez, si je suis dans une logique purement marché, application, stratégie, Mazars ne doit plus exister rationnellement. Sauf que nous existons toujours, non seulement nous existons, nous sommes en croissance et on est en train justement de nous installer tout à fait autrement. Mais pourquoi? Parce que fondamentalement, la nature de la différence de Mazars n'est pas liée au process, mais à l'exploitation optimale de ses ressources. Donc, quel est le phénomène principal? Est-ce que c'est de savoir clairement définir sa stratégie, ses clients, son marché? Non, c'est insuffisant. Parce que vous pouvez avoir la meilleure stratégie si vous n'avez pas les ressources pour pouvoir la mettre en œuvre. Votre stratégie, elle est morte avant d'être née. Donc, structurellement, la théorie du management par les ressources postule qu'il faut établir une stratégie d'entreprise en fonction de ses ressources et Hamel et Prahalad vont ajouter de ses ressources clés, c'est-à-dire de ses compétences clés. La compétence n'étant pas forcément uniquement l'idée de la personne individuellement, mais justement, et c'est ça le lien avec l'organisation apprenante et les réflexions de Senji ou Argyris, mais l'apprentissage collectif. Et vous voyez, tout le sujet, il est là. C'est que Hamel et Prahalad nous disent il faut réfléchir à ce qu'ils ont appelé les core competencies of the firm, c'est-à-dire les compétences clés d'entreprise, qui conduisent à des stratégies qui vont être éminemment dépendantes ou la résultante de votre état des ressources disponibles. Et bien de la même manière, la notion d'organisation apprenante consiste à augmenter, accroître, maximiser ces ressources disponibles pour ouvrir le champ stratégique. Alors que le raisonnement classique, disons, dans la doxa académique, c'est de dire, et des consultants, c'est de dire la stratégie préside à la structure. Or, Hamel et Prahalad ne disent pas la structure préside à la stratégie, ce serait de la bureaucratie, bien que ça existe, Mintzberg l'a montré, mais c'est plutôt les ressources conditionnent la possibilité stratégique. Et ça, c'est l'élément essentiel, en fait. Et donc, c'est pour ça que Hamel est un type essentiel là-dedans. Selon Gary Hamel, il y a une pyramide dans l'innovation qui est une pyramide dont le plus petit niveau est la technologie digitale, par exemple, qui n'est qu'un moyen, qui est une façon de... Mais c'est la base, si vous voulez. Elle est indispensable, mais ce n'est pas elle qui fait la différence. Celle qui fait la différence, c'est l'innovation managériale.
C'est-à-dire qu'au sommet de l'innovation, nous dit Hamel, il y a la capacité à porter, imaginer, ouvrir les champs qui vont culturellement permettre l'application du digital. Vous voyez, je vous prends un exemple, pardon, mais il est extrêmement, les Anglais disent pedestrian, il est presque vulgaire, mon exemple. Il y a quelque temps, Ludivine, qui est mon bras droit, qui m'assiste en tout depuis maintenant 14 ans, revient de congé maternité. Se pose la question de devoir ajouter un nouveau bureau. Est-ce que j'ai envie d'aller me battre avec mes collègues, secrétaires généraux, etc., pour essayer de négocier un bureau supplémentaire ou autre? Non, comme à l'époque, on est en 2013, je viens de faire une grosse enquête sur la génération Y chez Mazars. Il faut savoir que Mazars a 28 ans de moyenne d'âge, donc c'est une population fondamentale. Je me dis, je vais faire autrement. Je vais regrouper nos bureaux existants et je vais demander aux personnes les plus jeunes dans mon équipe, qui appartiennent tous à l'époque à cette génération Y, je leur dis, faites-moi un bureau Y et je m'installerai avec vous. Sachant que je dis tout de suite aux gens qui étaient en position managériale dans mon équipe, qui bien évidemment, eux, sont moins de cette génération, sont plutôt la génération X, je leur dis, mais bien sûr, vous gardez vos bureaux individuels, je sais que vous en avez besoin. Oui, sauf que tout de suite, ils me disent, ah oui, parce que tu comprends, ils commencent à justifier le fait qu'ils ont besoin d'un bureau individuel. Je dis, non, mais vous, je ne vous touche pas. Simplement, voilà, avec les personnes Y dans cette équipe, on va créer peut-être ce qu'on pourrait appeler l'espace de travail du futur pour nous. C'est un vendredi, et le lundi, quand je reviens, je dis, alors, les filles, on en est où pour notre bureau Y? Et là, ma petite équipe de managers vient me voir en disant, attends Laurent, avant on voudrait te parler, et ils me disent, voilà, on a réfléchi, certes on tient à nos bureaux individuels, mais on tient encore plus à autre chose, c'est qu'on veut que tu restes avec nous. Donc on va faire nous aussi un bureau commun. C'est pas que ça nous plaise au départ, mais on préfère faire ce bureau commun avec toi, parce que finalement, et regardez le raisonnement, je n'avais rien dit, je n'ai pas fait un slide, je n'ai pas fait un discours, une évangélisation. Ils me disent, on vit dans des bureaux les uns à côté des autres, mais en réalité, quand on doit travailler ensemble, on est même en besoin de prendre un rendez-vous pour travailler ensemble, alors qu'on vit les uns à côté des autres. Donc, inversons la situation, faisons que la situation normale de travail, ce soit d'être ensemble, et la situation anormale, ce soit d'être isolé. Donc faisons un bureau commun autour d'une grande table, et puis quand on aura besoin, on se retournera vers le mur dans des petits bureaux, mais ça, ce sera une situation anormale. À partir de ce moment-là, c'est assez intéressant, parce que d'eux-mêmes, ils viennent à quelque chose que je n'aurais pas pu demander structurellement dans l'organisation, mais voilà, et on va commencer à vivre comme ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que tous les associés de Mazars qui passent par là, parce que notre bureau est un peu central, se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce grand espace? En fait, ce grand espace, dedans, on est 4, on est 5. Et ils viennent et ils disent, ah mais bon, comment ça se fait? Vous avez un grand bureau? Non, on s'est mis ensemble. Ah bon? Viens, on t'offre un café. Ah bon, vous avez une machine à café? Oui, on se l'est offerte, on s'en fout. Et puis on commence à discuter et ils vivent là-dedans. Et quelques temps après, on va assister à un truc assez étonnant, c'est qu'on va commencer à avoir des associés qui se regroupent par bureau et qui disent « mais allez, la modernité, c'est qu'il faut qu'on le fasse ensemble ». Soyons très clairs, pas un seul slide, d'accord? On n'a pas fait une seule présentation disant « il faut faire ça ». À côté de ça, j'ai une grande entreprise qui est là, je ne vais pas la citer, mais dont les tours sont visibles d'ici, qui un jour est très fier de m'emmener, en particulier un ami qui est le DRH de cette entreprise, qui me dit « tiens, viens visiter, on a mis au point des nouveaux bureaux ». Ah, intéressant. Et ils ont mis un flex office en place, c'est-à-dire où personne n'a vraiment de bureau, on arrive, alors c'est très moderne, c'est très beau, il y a des réfrigérateurs SMEG, etc., tout est parfait, sauf que tout le monde est malheureux dans cette organisation, manifestement, parce qu'ils n'y trouvent plus leur place, etc. Longue histoire courte, qu'est-ce que ça veut dire ? Organisation apprenante et organisation non apprenante. Je m'explique. Il y a une séquence qui marche, c'est design, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un narratif, bien sûr, très fort. Dans les deux cas de figure, il y a une volonté d'être moderne. Bon, de mon côté, avec mon histoire des générations Y, de l'autre côté, parce qu'on veut que cette société soit vue comme étant un leader technologique et digital de demain. Très bien. De notre côté, la séquence, c'est narratif, on veut être moderne. 2, management, on le fait entre nous.
3, design. Et d'ailleurs, on vivait dans de briques et des brocs. On n'avait pas mis des beaux canapés, le réfrigérateur SMEG, etc. Mais on avait choisi de le faire ensemble. Et donc, finalement, tout le monde oubliait la pauvreté des matériaux pour trouver génial le côté bohème qui faisait qu'on vivait ensemble. De l'autre côté, on a tous les codes modernes de l'équipement du bureau de demain. Mais par contre, c'était quoi leur séquence? C'était narratif. La patronne qui dit « Je veux que nous soyons un leader digital demain », mais 2, design, et à la fin, le management s'ajustera. Résultat des courses, là, on n'est plus dans l'organisation apprenante, et c'est l'illustration absolue de ce que dit Gary Hamel. C'est-à-dire que le problème fondamental, c'est que si vous n'avez pas la culture de leadership, l'innovation managériale, alors le reste, ça va être du forcing. Et le forcing, ce n'est pas de l'apprentissage. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'organisation va résister, ce qui est tout à fait normal, les gens vont résister, et plus vous résistez, moins vous apprenez. Donc ça, c'est vraiment l'élément essentiel. Donc je crois vraiment dans l'innovation managériale comme étant le sommet dans la chaîne d'innovation globale, le digital n'étant qu'un accélérateur, un moyen, mais finalement secondaire par rapport à ça qui doit être premier.